Bonjour, bienvenue dans Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique. Du droit et rien que du droit. Au programme de ce numéro, on va s'intéresser au temps de trajet quand le trajet entre le vestiaire et la pointeuse constitue du temps de travail effectif. On verra quelles sont les conséquences avec Victor Mollet, avocat fondateur du cabinet Egg Avocat. On parlera ensuite athlète connecté. Quels sont les défis juridiques posés par l'IA dans le sport connecté? On en parlera avec mon invité Joëlle Montlouis, avocate fondatrice du cabinet Montlouis, également secrétaire générale de la Fédération française de football. Et enfin, pour terminer ce Lex Inside, on parlera de la réforme de l'apport cession et ses impacts sur les clubs deal immobiliers avec Anthony Sobestre, avocat, manager au sein du cabinet Arsène. Voilà pour les titres, c'est parti pour Lex Inside. On ouvre cette émission avec une décision de la Cour de cassation du 21 janvier dernier qui a jugé que le trajet entre le vestiaire et la pointeuse pouvait constituer du temps de travail effectif. Quelles sont les conséquences de cet arrêt? On en parle tout de suite avec mon invité Victor Mollet, avocat fondateur du cabinet Egg Avocat. Victor Mollet, bonjour. Bonjour Arnaud. Avant de rentrer dans les conséquences concrètes de cet arrêt de la Cour de cassation, on va s'attarder sur la distinction entre le temps de déplacement et temps de travail effectif. Alors, quelle est la différence entre le temps de déplacement professionnel et le temps de travail effectif? Alors, la différence entre le temps de déplacement professionnel et le temps de travail effectif, c'est distingué par le Code du travail. On a un premier article dans le Code du travail, L3121-1 du Code du travail, qui définit ce qu'est le temps de travail. Le temps de travail effectif, c'est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Et ensuite, on a un autre article, L3121-4 du Code du travail, qui définit ce qu'est le temps de déplacement professionnel. Et le temps de déplacement professionnel, il est défini comme le temps passé entre le domicile et le lieu de travail habituel. Et la jurisprudence de la Cour de cassation est très claire. Elle vient dire que les temps de déplacement internes dans l'entreprise ne peuvent être caractérisés comme du temps de déplacement professionnel. En revanche, la jurisprudence souligne que le temps de déplacement interne peut être caractérisé comme du temps de travail effectif si on remplit les deux conditions énumérées dans l'article L3121-1 du Code du travail, à savoir que le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à cette directive, et il ne peut pas, deuxième condition, il ne peut pas vaquer librement à ses occupations personnelles. Ces clarifications étant faites, pour bien comprendre comment on qualifie le temps de déplacement au sein de l'entreprise. Alors, comment on qualifie le temps de déplacement dans l'entreprise? C'est justement ce qu'a jugé l'arrêt du 21 janvier 2026. Et on va s'appuyer en fait sur une méthode qui a été définie par la Cour de justice de l'Union européenne. Et les juges du fond doivent rechercher si, pendant ces temps de déplacement interne, le salarié est soumis à des contraintes, des suggestions d'une intensité telle qu'elles affectent objectivement et très significativement sa faculté de gérer librement, au cours de ces périodes de déplacement, les temps pendant lesquels ses services professionnels ne sont pas sollicités et sa possibilité de vaquer librement à ses occupations personnelles. Donc, c'est apprécié in concreto en fonction des faits. Alors justement, on va s'intéresser aux faits de cet arrêt. Quels sont les faits marquants? Alors, quels sont les faits marquants? On est dans une entreprise très connue de la grande distribution. C'est un salarié qui est employé libre-service et qui est astreint 4 fois par jour à des temps de déplacement. Temps de déplacement entre le vestiaire et l'appareil de pointage. Et au cas d'espèce, il devait porter une tenue de travail et il devait aussi porter plusieurs badges qui mentionnaient 100% à votre service ou puis-je vous aider. Et ensuite, entre le vestiaire et l'appareil de pointage, il devait traverser le magasin qui était déjà ouvert
et où les clients pouvaient le solliciter. Et donc il estimait justement que ces temps de déplacement constituaient du temps de travail effectif et en réclamait le paiement. La Cour d'appel. Qu'a jugé la Cour d'appel ? La Cour d'appel l'a débouté de sa demande au motif que les éléments cités par le salarié, à savoir les mentions publicitaires apposées sur la tenue ou le port du badge, donc des badges où il était mentionné 100% à vos services ou puis-je vais aider, n'étaient pas suffisants pour caractériser des instructions précises de la part de son employeur. Ensuite, le salarié versait des attestations rédigées par d'autres salariés. Ces salariés témoignaient que la majorité des salariés évitaient de passer par l'allée centrale et préféraient passer par l'allée du fond. Exactement, contourner, préféraient passer par l'allée du fond pour pas répondre tout simplement aux questions, aux besoins des différents clients. Et curieusement, la Cour d'appel a considéré que ces attestations ne suffisaient pas à démontrer que le salarié ne pouvait pas librement vaquer à ses obligations personnelles et que les sollicitations des clients affectaient objectivement et significativement le temps qu'il pouvait consacrer à ses propres activités. Et donc le salarié, lui, il a formé un pourvoi ? Exactement. Il a formé un pourvoi en Cour de cassation et la Cour de cassation censure la décision de la Cour d'appel. Pourquoi ? Sans surprise. Elle estime en fait que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas fait une appréciation in concreto. Elle n'a pas vérifié concrètement si du fait des contraintes qui étaient imposées aux salariés lors de cette traversée, en tenue de travail, dans des lieux qui étaient ouverts à la clientèle, le salarié était, donc là on reprend la définition du temps de travail prévu par le Code du travail, si le salarié était à la disposition de l'employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses obligations personnelles. Et donc on a une décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence qui est censurée par la Cour de cassation par ces motifs et qui est renvoyée devant une autre Cour d'appel. Il fera une appréciation in concreto. On va s'intéresser maintenant aux conséquences pratiques de cet arrêt. Qu'est-ce que ça change ? Est-ce que ça bouleverse quelque chose pour les entreprises ? Alors, est-ce que ça bouleverse quelque chose pour les entreprises ? En tout cas, ça bouleverse pas la jurisprudence. Pourquoi ? Parce qu'on avait déjà une jurisprudence établie sur le sujet, et notamment une jurisprudence qui concernait un grand parc d'attractions très connu, du côté de Marne-la-Vallée, où la Cour de cassation vient juger selon les mêmes motifs. C'est-à-dire qu'elle venait juger que les salariés qui étaient costumés, qui devaient traverser le parc d'attractions, qui était déjà ouvert entre le vestiaire et la badgeuse, étaient en réalité soumis à des directives de l'employeur et ne pouvaient pas vaquer à ses obligations personnelles. Et donc elle qualifiait ce temps de déplacement comme du temps de travail effectif. Qu'est-ce que ça change pour les entreprises ? Il faut bien vérifier in concreto comment se déroule ce temps de déplacement. Ça veut dire quoi ? Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire déjà, est-ce que le salarié va rencontrer des clients ? Est-ce que le magasin est déjà ouvert ? Ça, c'est très important. S'il risque d'être sollicité. Exactement. Ensuite, quelle est sa tenue de travail ? S'il est déjà avec sa tenue de travail, qu'il a des badges « puis-je vous aider ?», le client va légitimement penser que le salarié est en train de travailler. Et donc là, ça peut être caractérisé comme du temps de travail. Est-ce qu'il y a d'autres conseils pratiques à donner aux entreprises ? Il y a un conseil pratique que je peux donner aux entreprises, c'est réduire ses temps de déplacement. Comment on va faire pour réduire ses temps de déplacement ? C'est réduire la distance entre le vestiaire et la badgeuse. Ce qui est préférable, c'est d'avoir une badgeuse directement dans le vestiaire. Ou, un autre conseil, si ce n'est pas possible, c'est-à-dire que le circuit de déplacement ne se fasse pas au vu de la clientèle. C'est-à-dire que ce soit un circuit qui ne se fasse pas dans le magasin, par exemple. Voilà, ça, c'est 2 conseils pratiques qui peuvent facilement, je pense, être mis en place. On va conclure là-dessus. Merci Victor Mollet. Je rappelle que vous êtes avocat, fondateur du cabinet Egg Avocat. Tout de suite, on change de domaine. On va parler des athlètes connectés et des défis juridiques qui sont posés par l'intelligence artificielle.
On poursuit tout de suite avec le sport connecté et les athlètes à l'ère de l'IA. Quels sont les enjeux juridiques? On en parle tout de suite avec mon invité, Joëlle Montlouis, avocate fondatrice du cabinet Montlouis et secrétaire générale de la Fédération française de football. Joëlle Montlouis, bonjour. Bonjour Arnaud. On va parler ensemble sport connecté et pour bien comprendre avant ce phénomène, avant de parler des risques juridiques, comment l'explosion des capteurs et de l'intelligence artificielle a-t-elle transformé la manière dont on construit aujourd'hui la performance des sportifs de haut niveau? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un athlète est pas seulement observé en permanence, il est effectivement mesuré en permanence. Ça veut dire quoi, mesurer? Mesurer, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de données qui vont être récoltées le concernant. Alors, ce qui est très important d'avoir en perspective, c'est de se dire qu'on n'a pas attendu l'IA pour avoir des sujets de données et de data en matière sportive. Ça fait un peu plus de 15 ans qu'on a des problématiques de données, sauf que maintenant, il y a un vrai changement. C'est-à-dire qu'on est parti d'un système où on utilisait la donnée en termes d'analyse et a posteriori, on pouvait en déduire un certain nombre de choses, à un système où la donnée, cette data, devient vraiment un outil décisionnel. Donc il y a un vrai changement de paradigme. Exactement. Par exemple, on va se retrouver avec un athlète qui va avoir des signaux de fatigue ou peut-être de blessure et compte tenu de cette information, on va décider ou pas d'alléger son entraînement ou de le faire intervenir à l'occasion d'un match. Et on a la même chose aussi en matière de Formule 1. Avec un certain nombre de data, on est en capacité de déterminer stratégiquement quel va être le meilleur moment, par exemple, pour s'arrêter au stand. Alors, on va s'intéresser aux données des athlètes. On dit que ce sont des données sensibles. En quoi ces données sont-elles des données sensibles et quels sont les risques juridiques associés à ces données ? Alors, on dit que ça va être des données sensibles parce qu'en réalité, on se rend compte que les données qui concernent les sportifs et qui vont nous intéresser, ce sont des données qui vont avoir trait au côté médical, donc à la santé et donc à l'intégrité physique. Donc ce sont des données qui sont très importantes. Et juridiquement, on entre dans le cadre du RGPD qui a pour mission, on va dire, pour objet d'encadrer de manière très stricte la manière dont on va utiliser les données en général, et il existe un régime spécifique justement pour ces données dites sensibles, où on a un régime qui est vraiment particulier, où on a un certain nombre d'éléments qui permettent une protection renforcée, avec une finalité bien précise. Il y a un certain nombre de données strictement nécessaires qui doivent être utilisées justement pour cette finalité, et un traitement qui est limité, voire interdit, sauf dans certains cas spécifiques. Donc, on est très encadré. Exactement. On est face à un cadre qui est très exigeant et qui se confronte à une réalité. La réalité, c'est que la donnée circule très largement. Elle circule entre le club, elle va circuler entre des organisations qui vont avoir à utiliser ces données, et on va se retrouver avec le staff, les préparateurs et parfois même des tiers, des prestataires technologiques qui eux aussi vont avoir cette donnée. Et le sujet peut être dans le cadre d'une utilisation qui serait au-delà de cette finalité bien précise. C'est quoi le risque ? Typiquement, c'est de se retrouver avec une donnée médicale. Prends l'exemple qu'on a indiqué un petit peu plus tôt, une donnée médicale qui va influencer une décision de sélection ou de transfert. Donc on voit bien qu'on est au-delà, on bascule sur un usage secondaire qui en plus est illégal parce qu'on va se retrouver avec un risque de détournement de finalité. Donc la vraie problématique, c'est là qu'elle intervient. Alors vous avez dit qu'il y a plusieurs acteurs qui utilisent ces données ou qui les détiennent. Pour bien comprendre qui sont entre les fédérations, les clubs, les athlètes, qui détient finalement ces données et qui les utilise concrètement? Alors, c'est une question qui est très complexe parce que si on part du cadre du RGPD, on a
on ne va pas avoir de propriétaire de la data, on va avoir un responsable de traitement. Donc on voit bien qu'on est sur les questions de responsabilité et sur les questions de finalité de l'utilisation de la donnée de la personne concernée, en l'espèce l'athlète. Et on revient sur ce que j'ai indiqué un peu plus tôt, on se retrouve avec un athlète qui produit une donnée. Très bien. Avec un club ou une organisation qui va non seulement organiser la collecte de la donnée, mais également son exploitation. Et enfin, on va se retrouver avec des partenaires technologiques qui vont effectivement être autour. Et l'athlète qui est censé être le propriétaire, entre guillemets, de cette donnée, peut se retrouver dans une situation où il n'est pas en position d'en négocier l'intégralité de l'usage. Il est un peu dépossédé de ces données. Dépossédé. On revient sur la question de la possession. Et malheureusement, on se retrouve avec un cadre juridique qui ne va pas sur ce terrain-là. Donc, justement, c'est quoi les limites de ce cadre ? Justement, on se retrouve avec des problématiques de qualification finalement des acteurs. Qui est réellement responsable du traitement? Qui est responsable de quoi? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi, on a une question d'effectivité de droits des athlètes, des droits des athlètes. C'est-à-dire qu'on veut s'assurer que le consentement de l'athlète est réel et il est éclairé, mais aussi sur quoi il est donné. C'est-à-dire que l'ensemble des finalités, en ce compris les éventuelles finalités secondaires. Et dans les éléments également qui entrent en ligne de compte. En ligne de compte, exactement. On a aussi le fait que, on l'a vu un petit peu plus tôt, qu'on a cette espèce de glissement de la donnée. Donc on avait un cadre initial qui correspondait finalement à l'existant, et le cadre se retrouve effectivement un petit peu mal adapté parce que justement on a cette explosion des données et ces utilisations qui n'avaient peut-être pas été envisagées. Donc on a un cadre qui est bien, évidemment, qui est censé correspondre, mais on se rend compte que la réalité est un petit peu différente. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut aller plus loin et instaurer une gouvernance des données sportives, c'est-à-dire structurer entre l'innovation et la protection des athlètes, essayer de trouver un équilibre pour concilier innovation et protection des athlètes? Effectivement, parce que le premier point auquel on pense, c'est la protection des données, la protection des athlètes, mais il ne faudrait pas qu'on se retrouve avec un cadre qui freine l'innovation, parce qu'on a vu que l'innovation permet la performance. Donc, tout le sujet sera de permettre de structurer au mieux l'utilisation des données. Et on sait que ça va être un sujet un petit peu compliqué parce qu'il y a toujours les détournements d'utilisation comme l'exemple que j'ai pu indiquer en tout début de propos. Donc là, il faut donner l'impulsion. C'est les pouvoirs publics qui doivent donner cette impulsion pour vous ? Alors, cette impulsion, elle va être autour de trois sujets. La première, on l'a vu, c'est la clarification des rôles. Ça va être très important que les rôles puissent être qualifiés pour savoir qui collecte, qui utilise et à quelle fin. Donc que ce soit le plus fin possible. Le deuxième point, ça va être de garantir le plus possible un consentement éclairé de l'athlète. Ça permet effectivement cette fameuse dépossession, comme vous l'indiquiez un petit peu plus tôt, mais pour qu'on s'assure que les usages des données secondaires soient bien acceptés par l'athlète. Et le dernier point ? Et le dernier point, c'est effectivement encadrer le plus possible l'usage de l'IA, ce qui n'était pas pris en compte initialement. On va finir là-dessus. Merci Joëlle Montlouis, avocate fondatrice du cabinet Montlouis, également secrétaire générale de la Fédération française de football. Merci beaucoup Arnaud. Tout de suite, on change de domaine. On va parler de la modification du régime de l'apport cession et de ses conséquences sur les clubs deals immobiliers. On termine cette émission avec la réforme de l'apport-cession issue de la loi de finances 2026 et on va voir quelles sont les conséquences sur les clubs deals immobiliers avec mon invité Anthony Sobestre, avocat et manager chez Arsène. Anthony Sobestre, bonjour. Bonjour Arnaud.
Alors, avant de s'intéresser à la réforme de l'apport-cession telle qu'issue de la loi de finances 2026, quel était le régime avant cette réforme donc de la loi 2026? Alors oui, pour rappel, le régime d'apport-cession, il est prévu à l'article 150 0 du Code général des impôts. C'est un mécanisme relativement connu de fiscalité patrimoniale. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est une personne physique qui va apporter des titres qui détient à une société holding qui contrôle. Par principe, cette opération d'apport est imposable, sauf avec l'application du 150 0 du CGI, qui permet l'application d'un report d'imposition. C'est-à-dire que la plus-value, elle est déterminée, figée, calculée, mais elle n'est pas réellement imposable et taxée au niveau de la personne physique. On a certains événements qui mettent fin à ce report d'imposition. On a une sorte d'épée Damoclès au-dessus de la tête de la personne physique. L'un des événements, c'est si la société holding cède les titres qui lui ont été apportés dans un délai de 3 ans. Par principe, le report d'imposition tombe et l'imposition est due. On a une exception à cette imposition. Si la société holding réinvestit une certaine fraction du produit de cession dans des activités éligibles, la plus-value n'est pas imposable et le report d'imposition est maintenu. Donc on a vraiment ce triptyque apport, cession, réinvestissement, plutôt en neutralité fiscale, notamment si l'apport cession est réalisé dans un délai court, vraiment neutre fiscalement, qui s'adresse vraiment à une population plutôt d'entrepreneurs, on va dire. C'est-à-dire qu'au lieu qu'une personne cède son entreprise en direct et qu'il soit imposé sur la plus-value, l'apport cession réinvestissement permet de ne pas déclencher d'imposition immédiate, de réinvestir dans des activités éligibles. Et c'était d'ailleurs la volonté du législateur en 2012, c'est vraiment de réinjecter de l'argent frais, on va dire, issu d'une cession d'entreprise dans d'autres activités qui nécessitent des capitaux. Alors, on a vu le régime de l'apport-cession avant la loi de finances 2026. Quelles sont les modifications qui ont été introduites dans la loi de finances 2026? Ouais, on a des modifications assez importantes, notamment sur cette dernière partie de réinvestissement, pour maintenir au niveau de la personne physique ce report d'imposition. Avant 2026, avant la loi de finances, il fallait que la société holding réinvestisse au moins 60% du produit de cession dans des activités éligibles. Ce seuil de 60%, il est passé à 70%. Donc on doit réinvestir plus dans des activités éligibles pour maintenir ce report d'imposition et ce régime de faveur. Le délai de réinvestissement, il a été assoupli, c'est une bonne nouvelle. La société holding avait 2 ans pour réinvestir à compter de la cession. Dorénavant, elle a 3 ans pour investir. On laisse un petit peu plus de temps. Il y a plus de souplesse. Plus de souplesse pour trouver des supports éligibles et des supports aussi qui proposent une rentabilité satisfaisante. La conservation des titres, donc le réinvestissement, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est acheter des titres, acquérir des titres ou souscrire à des nouveaux titres, à une augmentation de capital. L'objectif du législateur, c'est vraiment que ce soit un réinvestissement long terme. Long terme, c'était plutôt souple avant la loi de finances, c'était 12 mois. Donc ça voulait dire que je devais conserver, la société holding devait conserver 12 mois les titres en question. On est passé à 5 ans. Donc là, véritablement, c'est du long terme, avec une augmentation importante de ce maintien dans la société dans laquelle j'ai réinvesti. Et puis, dernière modification, et pas des moindres, c'est, on va dire, un resserrement des activités qui sont éligibles au réinvestissement. Globalement, avant la loi de finances, on avait une définition assez large des activités éligibles: activités commerciales, industrielles, libérales, artisanales, une référence aux articles du Code général des impôts relativement large. On a un resserrement et une exclusion dorénavant des activités commerciales immobilières. Donc tout ce qui est activité de marchand bien n'est plus éligible, activité de promotion immobilière ne l'est plus, la parotterie dans une certaine mesure plutôt long terme ne l'est plus, et plusieurs activités servicielles immobilières ne le sont plus aussi. Donc on a un durcissement du dispositif. Un durcissement et un resserrement des activités éligibles. Alors on va s'intéresser maintenant au club deal immobilier. Quel est l'impact de cette réforme sur les clubs deal immobiliers? Alors c'est vrai que depuis plusieurs années, on voyait apparaître des acteurs immobiliers, asset managers, opérateurs immobiliers qui portaient des projets immobiliers éligibles au 150 0 du CGI, au régime de l'apport-cession réinvestissement, justement parce qu'il y avait une véritable demande de sociétés holding, d'investisseurs, de projets éligibles, puisqu'il y avait du capital à réinvestir. Sinon, on se voyait rattrapé par la patrouille et on avait le report d'imposition qui tombait. Donc, via les CGP, via les CIF, on avait effectivement une demande de ces investisseurs de trouver des projets immobiliers éligibles, et les marchands de biens, les promoteurs immobiliers l'étaient. Donc, on avait effectivement des projets de 2, 3, 4 ans qui étaient portés.
et qui étaient proposés à ces CGP et et on avait cette manne finalement de capitaux issus des investisseurs 150 0 BTR. Dorénavant, on n'a plus cette manne et ces capitaux provenant des investisseurs 150 0 BTR. Ça ne veut pas dire que les clubs deal immobilier sont terminés, heureusement, mais on aura plus, on va en quelque sorte ce robinet d'investissement, de capitaux provenant des investisseurs remploi de 150 0 BTR. On en aura d'autres, mais on n'a plus cette faculté de réinvestir dans des clubs deal immobiliers. On peut trouver ça d'ailleurs assez regrettable. On a encore une fois le sentiment que le législateur vise un petit peu l'immobilier, alors même que des activités de marchands de biens, de promoteurs sont de véritables activité commerciale. Et on mesure bien les conséquences de cette mesure sur les clubs deal immobiliers ? C'est difficile à chiffrer. Il y avait effectivement certains projets qui étaient très tournés vers cette éligibilité-là, donc qui faisaient en sorte de caractériser une véritable activité de marchand de biens. On a des conditions à respecter d'habitude, d'activité spéculative, etc. D'autres ne sont pas impactés. Ils ont d'autres flux d'autres capitaux qui peuvent profiter au projet. Généralement, on n'avait pas une exclusivité d'investisseurs 150 OPTR dans un club deal immobilier. Ça existait peu, donc ça existera toujours, les clubs deal immobilier. On va s'intéresser à l'impact sur un secteur important. Quel est l'impact sur le secteur de l'hôtellerie et de la para-hôtellerie ? Alors, ce sont les deux petites exceptions, enfin petites, je ne sais pas. Exception importante, c'est l'hôtellerie qui reste éligible au réinvestissement, au 150 0 BTR du CGI. L'hôtellerie est vraiment perçue par le législateur comme une véritable activité économique, commerciale, avec généralement un fonds de commerce, parfois des salariés. L'hôtellerie reste éligible au réinvestissement, au même titre que la para-hôtellerie. Alors, pas toute la para-hôtellerie touristique, plutôt court terme, donc... Là, pour l'instant, on comprend que c'est plutôt les maisons d'hôtes, les gîtes, et plutôt la location meublée touristique, donc plutôt avec un sentiment de résidence plutôt court terme, à la semaine, au mois, plutôt qu'une résidence principale. Donc là, le travail du conseil, il est vraiment de s'assurer qu'on a une véritable location meublée touristique avec des services. On sait qu'il faut rendre certains services, le petit déjeuner, le linge, la fourniture du linge, du ménage, etc. Et puis aussi l'aspect contractuel entre la société et les résidents, avec des contrats plutôt court terme. Donc c'est vraiment cet aspect touristique. Donc l'hôtellerie reste éligible, la para-hôtellerie touristique l'est également. Pour terminer rapidement, quelle est l'application de la loi dans le temps de ces mesures ? Alors, les nouvelles dispositions du 150 0 BTR s'appliquent à compter du lendemain de la publication de la loi de finances, c'est-à-dire à partir du 21 février 2026. C'est le point de bascule. Et ce qui compte, c'est la date d'apport-cession. Donc, c'est vraiment la double opération qui détermine si on est avant ou après. Si j'ai fait mon apport-cession après le 21 février 2026, je suis dans le nouveau dispositif. D'accord. Si je l'ai fait avant le 21 février, je suis encore dans l'ancien dispositif. Donc j'ai encore la capacité de réinvestir dans des projets, des clubs deal immobiliers, marchands de biens, promoteurs. Et je suis toujours tenu, notamment par mon délai de conservation de 12 mois au lieu de 5 ans. Donc on a vraiment, encore pendant quelques mois, du fait du délai de réinvestissement de 2 ans, ancienne version, encore pendant quelques mois, ces deux typologies de régimes qui vont s'appliquer et qui va finalement s'arrêter naturellement au cours des prochains mois. On va conclure là-dessus. Merci Anthony Sobès. Je rappelle que vous êtes avocat, manager au sein du cabinet Arsène. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À demain sur Be Smart for Change.